nous revoilà de retour pour entamer notre partie de débat qui va concerner l'Égypte comme on l'avait annoncé au début de l'émission. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mahmoud Sebet, analyste politique, bonsoir, et Monsieur Amr Zohiri, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais commencer par le plan des relations étrangères, de la politique étrangère de l'Égypte, et donc par l'importance de la visite du président du Sud-Soudan, Salva Kiir, hier en Égypte. Oui, il était ici. Ça fait partie du campagne et la stratégie égyptienne d'ouvrir les portes sur la diplomatie autour de ses propres, de ses proches, je peux dire. Bien sûr, Soudan fait partie de ses proches. C'est un pays juste à côté. En plus, ça fait partie aussi de la politique africaine que l'Égypte est en train de entamer actuellement, et aussi de pas résoudre, mais c'est plutôt de trouver des solutions par consensus. Et c'est plutôt ça, et que l'Égypte joue le rôle de ce qu'on appelle la diplomatie multi-aspect diplomatie, de plusieurs aspects, plutôt que bilateral, ça veut dire bilatéral, que deux parties seulement. Et ça fait partie plus ou moins de cette stratégie. Quels sont les principaux domaines qui ont été abordés et les principaux domaines de coopération qui vont avoir lieu entre l'Égypte et le Sud-Soudan? Principalement, il y aurait de l'intérêt pour ce qui est pour la production d'électricité, également de l'eau. Le Sud-Soudan appartient à la vallée du Nil et c'est très important. Et cette visite ne veut pas dire que nous manquons d'amitié au président du Nord-Soudan, au président Bachir. Au contraire, ça renforce nos positions pour trouver toujours, comme disait M. Sebet, des solutions à l'amiable et des consensus à l'intérieur du Sud-Soudan entre M. Kiir et M. Machar, etc. Et avec le Nord-Soudan également, pour aider cette région à se développer. Parce que là, l'Égypte, comme à l'instar de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité concernant le vote égyptien pour le bénéfice du peuple syrien, l'Égypte continue dans cette lignée d'aligner tous les peuples qui essayent de retrouver finalement un avenir digne de leur population. Est-ce que nous pouvons dire que l'Égypte est en train de regagner sa place sur le plan africain? Ah oui, certainement. Parce que ça fait quand même quelques années maintenant que l'Égypte poursuive cette stratégie. Et c'est une stratégie très complémentaire. On a des choses qu'on peut offrir, et aussi à la même fois, les pays de l'Afrique nous offrent quelque chose en retour. Alors, et pas seulement ça, il y a aussi certainement sur le niveau international, aux Nations Unies par exemple, quand il y a des consensus, il y a certains accords entre l'Égypte et les pays africains, comme ça on peut trouver des solutions beaucoup plus facilement. Et c'est très important de l'avoir, que l'Afrique est en train de jouer un rôle, et quand même elle a déjà adressé ses concerns et son consensus elle-même. Alors bien sûr ça fait partie, on a plus ou moins arrivé un peu à ce niveau actuellement, l'Égypte, depuis quelques années. Tandis qu'au début, on a commencé, on n'était pas inconnus, on a bien sûr fait ce genre de choses avant, il y a quelques années bien sûr, mais ça a été négligé si longtemps que les gens sont plutôt oubliés un peu le rôle que l'Égypte peut bien jouer. Outre l'Afrique, l'Égypte est très active sur le plan de la politique étrangère. Nous remarquons la participation continue, que ce soit du président ou alors du ministre des Affaires étrangères et les délégations étrangères que nous recevons en Égypte. Comment évaluez-vous ce dossier et d'après vous, quels seront les fruits de cet élancement des relations entre l'Égypte et le monde?
Certes, et également pour le Soudan du Sud, il ne faut pas oublier que le Soudan du Sud, il est représenté au Conseil de sécurité par l'Égypte également, en quelque sorte. Et ce qui peut indiquer cette ouverture de la politique étrangère égyptienne, c'est qu'il y a une volonté en Égypte de chercher des associés qui peuvent aider et être de vrais partenaires de développement durable et efficace pour le bien de la société égyptienne et également pour le bien des sociétés étrangères. Donc cela veut dire que nous ouvrons la porte et cherchons des alliés et des partenaires dans le monde entier. Et cela est faisable puisqu'il y a pas mal de partenaires qui sont sollicités par nos efforts et qui essayent de nous aider. On a vu dans le reportage juste passé dans le monde hospitalier, par exemple, la France a cherché à nous aider dans ce projet, par exemple, parce que ce qu'il faut faire en Égypte en ce moment, c'est optimiser ce qu'il y a d'installation, en même temps de prendre un temps de repos dans une nouvelle installation pour optimiser ce que nous avons déjà et qui ne fonctionne pas avec une force ou une maximum ou avec efficacité maximum. Mm-hmm. Bon, outre le dossier des relations étrangères, c'est sûr que quand même l'Égypte s'attend à plus d'investissements étrangers, un retour de tourisme par exemple. Donc tout à l'heure, j'avais demandé à M. Zouhiri quelles sont les attentes de l'Égypte ou quels sont les objectifs de l'Égypte à partir de ce renforcement ou ce réchauffement entre l'Égypte et les différents pays du monde. On a déjà commencé à adresser certains blocs de pays pour certaines raisons. Par exemple, le bloc de l'Amérique latine a été adressé, pas exactement pour des investissements, mais plutôt pour avoir un certain soutien aux Nations Unies et dans le cadre international, pour un soutien international, au moins de trouver un consensus pour des solutions sur le niveau international. À part ça, on a fait visite à l'Asie de l'Est, et l'Asie même, pour des raisons d'investissement. Parce que là, il y a des fonds pour investir qui n'existaient pas il n'y a pas aussi si longtemps que tout ça. Alors ça, c'était plus ou moins la stratégie, je pense, que de trouver des accords, aussi de trouver des partenaires d'investissement et de trouver des investissements, par exemple la Chine, le Japon, certains autres pays, le Corée, de l'Asie de l'Est. Alors c'est plutôt ça. Alors on est en train de voir plutôt que l'Égypte est en train de chercher, de trouver des voies sur tous les hémisphères actuellement, partout, pas seulement l'Occident. Tandis que dans le passé, nos relations étaient plutôt avec l'Occident, on a négligé tous les autres. Mmh. Et maintenant, c'est complètement le contraire. Mmh. Oui, ben justement, pourquoi l'Égypte cherche à rouvrir ses voies pour un intérêt politique que vous avez mentionné, mais sûrement il y a d'autres visées. Bien sûr, c'est pas seulement ça, c'est qu'on a un peu oublié notre rôle au Moyen-Orient. L'Égypte est un pays très important au Moyen-Orient. C'est pas que c'est une grande partie du Moyen-Orient et c'est une grande partie du monde arabe. Et elle a complètement négligé ça. Maintenant, elle est en train de rouvrir ses portes dans ce niveau. Et elle est en train d'être reconnue en ça, pour le simple, on le voit très facilement parce que l'Égypte c'est un des pays, un des grands pays du monde arabe qui est stable. On est en train de voir ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, qui sont complètement instables, et d'autres pays qui ne sont pas au même niveau, qui commencent à aussi devenir quand même, c'est pas si facile pour eux aussi ces jours-ci. Alors, dans ce sens, oui, l'Égypte est en train de le faire pour le niveau de retrouver son chemin, retrouver sa position dans cette région. Est-ce que cela signifie que prochainement on va assister à plus d'investissements étrangers et peut-être voir un certain retour du tourisme? Nous avons des délégations russes et venant d'un autre pays, je ne me rappelle plus lequel, qui viennent inspecter, qui viennent inspecter nos aéroports à Hurghada et à Sharm el-Sheikh.
Est-ce pour un certain retour du tourisme, par exemple? Sans doute, mais il y a deux choses dans votre question. Il faut les séparer complètement. Vous parlez de l'investissement étranger. C'est une chose, je ne crois pas vraiment. Moi, je préfère croire à l'investissement local. C'est plus intéressant et c'est plus efficace sur un long terme. Sur la durée, c'est plus important. Et quant au tourisme, maintenant, un retour à un tourisme de masse comme cela a été avant, avoir 10 millions de visiteurs, 15 millions, 20 millions, c'est pas à l'ordre du jour maintenant. Pour le tourisme, moi, je parie plus sur le tourisme culturel et l'ouverture de nouveaux marchés touristiques, notamment d'Amérique latine ou d'Asie, et notamment de Chine ou du Japon ou d'Inde, des Indes. Donc cela est possible avec un retour au maximum de tourisme classique de la Russie, d'Europe, des États-Unis, etc., pour retourner à ce que nous avions avant. Mais ce qu'il faut faire, c'est maintenir les installations touristiques en gardant la main-d'œuvre qualifiée et prendre ce temps mort de inactivité pour améliorer les services touristiques qui peuvent accueillir le touriste dès ce moment, ce qui est fait et dans les années à venir. Quant à l'investissement étranger, parce que il faut se méfier aussi de ce qui est appelé dans les bourses internationales, de ce qui est le hot money, etc., l'argent qui entre et puis il sort. Donc les investissements étrangers sans un réglage efficace de la question de la monnaie et de la devise nationale face aux devises étrangères, cela reste problématique. Donc ce qu'il faut faire actuellement, c'est continuer nos efforts à chercher des vrais investisseurs, des vrais qui portent vraiment une volonté d'investissement et pas uniquement de faire des profits sur le dos de soit les travailleurs ou les autres pays où ils les investissent. Monsieur Mahmoud Sabet, vous avez été d'accord avec Monsieur Zoheri concernant les investissements étrangers? Oui, tout à fait d'accord. Je pense que l'investissement égyptien, parce qu'il y a un investissement égyptien, il y a un capital égyptien qui existe. Et ce n'est pas vraiment, elle ne participe pas autant que tout ça dans l'économie égyptienne. Elle est là, elle est plus ou moins dans un tiroir, où elle est dans certains investissements très étroits, qui sont très bien gérés et bien protégés. Et c'est comme ça à cause des conditions. Il y a une certaine, pas manque de confiance, mais une peur de mettre, pour des Égyptiens, et je ne parle pas des grandes boîtes égyptiennes, je parle de l'investisseur moyen, même l'investisseur petit, qui est là et il y a un énorme potentiel là-dedans. Et ça n'a pas vraiment été ni encouragé, ni soutenu jusqu'à maintenant. Et c'est plutôt ça qui est le plus important et plus intéressant que celle qui vient d'ailleurs. Et c'est ça la vérité. Et qu'est-ce qui les inquiète exactement? La valeur de la livre égyptienne par rapport au dollar ou bien le climat en général? Pas seulement ça, c'est plutôt une grande compagnie qui fait un énorme investissement en Égypte aura toujours la collaboration totale de l'État, parce que c'est une grande boîte. Le petit investisseur qui vient, ou le moyen investisseur, n'aura pas le même soutien, à la même fois, il ne sera pas vraiment protégé par la loi. S'il a une dispute entre lui et une autre boîte commerciale comme lui dans le système, il n'aura pas eu un jugement avant 4 ou 5 ans. On ne peut pas vraiment marcher une économie comme ça. On a besoin d'avoir un système judiciaire qui est propre, qui marche et qui donnera au moins un jugement avant 1 an, 9 mois, 8 mois, 6 mois, ça c'est plutôt normal, pas 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce qui se passe actuellement. Alors, oui, ils ont peur de mettre leur argent en quelque chose. S'il le perd, si quelqu'un, un autre monsieur, essaye de l'escroquer, il n'a pas vraiment un soutien judiciaire pour l'aider. Et c'est ça la réalité. Alors, au lieu de faire ça, il essaie de mettre son investissement ailleurs. Si on regarde ce que le Banque mondiale dit sur le potentiel, la liquidité égyptienne
en dehors de l'Égypte, ce qu'il dit, c'est incroyable. Hein, c'est entre 180 et 220 milliards de dollars en devises égyptiennes appartenant à des Égyptiens, mais pas dans l'économie égyptienne, mais plutôt dans des économies ailleurs. En livres égyptiennes? En dollars, en livres, moi je vous parle de 220 milliards de dollars en dehors d'Égypte, en investissement pour l'équivalent en dehors d'Égypte, actuellement. Alors, on veut attirer cet argent en Égypte. C'est plutôt ça qui plutôt la stratégie qu'on doit vraiment poursuivre. Et c'est ça la réalité. D'essayer de trouver des grandes boîtes étrangères pour mettre leur argent ici. Eux vont regarder la situation, ils disent, oui, on est intéressé, mais si vos sujets, les Égyptiens eux-mêmes n'ont pas vraiment confiance dans cette économie, pourquoi voulez-vous que nous, on a la même confiance? Mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas encore finalisé la nouvelle loi de l'investissement? Non, de ce côté, il y a des efforts qui sont faits et qui sont en train de se faire, mais également, ce qui inquiète plus les sociétés internationales ou multinationales, c'est au moment de faire le compte du bilan annuel et comment compter en devises étrangères en gardant l'argent en devises égyptiennes sur le marché égyptien. Donc, dans les 3 ou 4, 5 dernières années, c'était un grand problème. Maintenant, ça commence à être résolu complètement avec la dévaluation de la livre égyptienne. Donc, dans quelques années, il n'y aurait pas le même problème. Il n'existerait plus. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation d'attente pour voir ce qui va se passer, notamment en ce qui concerne la stabilité de la livre égyptienne et également, comme disait M. Sebet maintenant, l'investissement étranger demande c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, il décortique à la loupe ce qu'il y a, les potentiels des marchés, etc. Sans doute, l'Égypte est un très grand pays d'Afrique, le plus grand marché du monde arabe, le plus grand marché au deuxième, appelé le Nigeria par exemple, ou peut-être l'Afrique du Sud également, dans une force pas négligeable. Donc en Afrique, on est bien positionné et en plus on a une position médiane en Méditerranée, entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe, et l'investissement intérieur ou des locaux, c'est pas une nouveauté. En Asie, il y a beaucoup de pays qui pourraient être une grande source d'inspiration pour l'Égypte, au niveau des investissements des Égyptiens ou des citoyens dans le même pays. Mais je pense que la dévaluation de la livre égyptienne actuellement par rapport au dollar, ce ne serait pas un facteur qui pourrait attirer des investissements. Ça a attiré beaucoup d'achats sur le plan de l'immobilier. Énormément de propriétés ont été achetées par des Égyptiens résidant à l'étranger à cause justement de la valeur de la livre égyptienne. Oui, ils sont égyptiens, mais vous cherchez les investissements étrangers des multinationales étrangères. Oui, il pourrait être. Les Égyptiens qui ont acheté, sans doute, c'est un facteur, un vecteur de croissance. Et sans doute, mais le problème aussi sur le marché de l'immobilier, que ces endroits ou ces maisons restent inutilisées. Donc il n'y a pas un système pour pas amortir, mais optimiser le bénéfice de ce qu'il y a de ressources financières dans le pays. Donc ça reste à développer. Ils n'achèteront pas des propriétés pour les habiter, mais plutôt pour investir. Pour investir, et cela, ça reste une perte, parce que ça reste une occupée, et ça reste un bien qui prend de valeur, certes, mais qui ne représente aucun bénéfice pour la société, malheureusement. Bon, on voudrait passer au projet de développement. Le gouvernement présente chaque jour un nouveau projet de développement. Il y en a même qui ont été inaugurés. Donc, on voit que vraiment, c'est une priorité pour l'État, ces projets de développement. Mais ces projets de développement sont pour la plupart financés par l'État. Pourquoi est-ce que les investisseurs ou les hommes d'affaires ne seront pas également concernés ou impliqués dans ces projets?
Moi, je trouve ça c'est une très bonne question. Et ça doit l'être. Mais ça n'a pas l'air que c'est en train d'être fait. Mais il faut quand même regarder une situation très importante. Comme tous ces projets qui sont en train d'être faits par l'État, est-ce qu'ils vont créer une classe et ils vont augmenter la classe de consommateurs en Égypte? Parce qu'actuellement, la classe consommateur est très petite, elle n'est pas assez grand pour soutenir de sorte d'économie et le potentiel de l'économie égyptienne. Et ça, moi, je trouve ces projets, c'est très important, mais ça ne doit pas être la seule chose qui est en train d'être fait. Ça doit faire partie d'une stratégie de plusieurs objectifs. Pas seulement des grands projets par le gouvernement, mais aussi un encouragement, disons, pour ces boîtes, des individus, des grands compagnies égyptiennes, des grandes compagnies d'investissement égyptiens, de rentrer dans ce marché. Et il faut trouver des moyens qu'ils le fassent. Parce que, s'ils le font, parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle fabrique, chaque fois qu'il y a un nouvel projet, ça veut dire c'est un certain nombre d'employés qui sont mis au travail. Et on doit mettre au travail au moins 1 million chaque année. Au moins. Ça, c'est seulement pour rester au même courant que la population. Même. Alors, c'est un grand défi actuel. Et vraiment, c'est que l'État vraiment doit être un partenaire avec l'investisseur égyptien dans ce genre de choses. Sinon, ça ne va pas marcher. Mais les investisseurs, ils n'ont pas manifesté un certain intérêt aussi pour participer à ces projets. Oui, on veut qu'ils manifestent un certain intérêt, mais on retourne toujours à quelque chose. Est-ce que on veut attirer seulement les grands investisseurs ou aussi les petits et les moyens investisseurs? Parce que les petits et les moyens investisseurs marchent seulement, c'est plus compliqué, plus complexe. Elle a besoin de certaines lois en place et certaines situations parce qu'on parle là des investissements collaboratrices. Ça veut dire plusieurs messieurs qui rentrent dans une affaire et deviennent un bloc. Et ça ne marche que quand la loi marche. Si la loi est imparfaite, il n'y a pas vraiment des lois qui s'adressent à ce genre de choses, ou en plus important, qu'il n'y a pas vraiment un projet gouvernemental qui leur donnera quelque chose dans le sens de taxes, etc., pour les encourager, il n'y aura pas on verra pas un résultat dans ce sens. Ben justement, pour voir un résultat dans ce sens, il faudrait qu'il y ait un certain lien entre le gouvernement et le peuple qui est le Parlement. Où est le Parlement dans toute cette histoire? C'est très intéressant parce que ce qu'il vient de dire M. Sabit également est très important. Il faut en faire un cadre juridique pour les coopératives dans tous les domaines, l'immobilier, pour qu'on puisse plus tard fabriquer par exemple des maisons clés en main, etc., en sorte de même dans l'agriculture, la culture, dans d'autres domaines, et notamment l'industrie, ce qui pourrait être et devrait être quelque chose, ou un secteur qui aille beaucoup d'attention, notamment du Parlement, parce que justement, c'est qu'ils ont besoin, les investisseurs égyptiens comme étrangers, et là, il faut que je souligne qu'il faut remarquablement féliciter les hommes d'affaires et les investisseurs égyptiens qui ont supporté et qui ont pu résister les 2-3 dernières années, qu'ils sont vraiment des héros. Il faut qu'ils continuent à travailler, et même ceux qui sont dans l'industrie, il faut travailler de minimiser la part de ce qui est l'entrée dans le produit de ce qui est fabriqué à l'étranger, comme cela, les produits seront à 100% égyptiens ou à 80% au maximum, et à faire le maximum d'ingrédients des produits d'Égypte, et cela devrait aider à redresser l'industrie qui sera sans doute le principal vecteur du développement. Et tout cela ne va pas se faire sans l'appui et je dirais même l'accompagnement du Parlement égyptien. Ben justement, alors ma question était, où est-il?
Mais le Parlement égyptien, là, il se cherche déjà parce qu'il n'est pas fait d'une claire majorité et une claire opposition. Cela n'existe pas. Malheureusement, il y a des groupuscules de partis qui ne forment pas une politique claire. Ainsi, on voit des parlementaires qui sont d'accord sur un sujet, complètement en désaccord sur un autre sujet. Donc, on n'arrive pas à former des fronts ou des vrais partis à débattre et à défendre des programmes clairs pour la population et en face du public. Donc, cela, c'est un problème qui va durer à quelque temps. On dirait il y a quelques mois que ça va durer dans les 6 mois. Actuellement, on lui donne par exemple 3, 4, 5 mois. Mais ce qu'il faut que le Parlement égyptien fasse, et notamment de s'occuper de ce qui est important pour la société, pour le développement durable du pays, et de s'éloigner de tous les ragots et les petites histoires qui ne font rien pour et de commencer peut-être à décréter des lois. Exactement. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Le temps consacré à l'émission est terminé. Et on vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.